Ça y est, on est en direct. Yes, c'est parti, la semaine du développement 2026 et nous sommes avec Michel Wozniak. Bonjour Michel. Bonjour Nicolas, bonjour Jérôme. Sacré comité, parce qu'on Salut se connaît Michel. depuis 2017, Michel déjà. Donc ça fait un énorme plaisir de t'avoir pour démarrer cette semaine du développement. On va parler du leadership, on va parler de l'alignement personnel, on va parler de l'IA, on va parler de sujets d'actualité, aussi un petit peu de ton parcours. On va faire des va et des viens, peut-être de nos histoires personnelles. Jérôme, comment toi tu vas pour ce début de 2026? La forme, tu sais, commencer l'année par la semaine du développement, moi, ça m'énergise parce que c'est un moment pour apprendre, pour partager, pour également se galvaniser pour les 11 prochains mois. Donc, ouais, moi, je suis ravi de pouvoir passer ce moment avec ces 18 interventions, enfin 19 interventions, incluant la mienne aussi, du coup. 19 interventions pour cette année, donc au top. Voilà. Et en plus, on démarre sur des sujets passionnants, donc moi, je suis absolument ravi. Ça marche, parfait. Donc Jérôme, nous on se retrouve Et, avec toi à midi. d'ailleurs, je vais vous laisser démarrer. Ouais, moi, je vais juste faire un petit coucou pour lancer cette semaine du développement 2026 avec vous. Mais maintenant, la scène vous appartient. Donc, je vous laisse animer cette session. Donc, très bon webinaire à toutes et à tous et à très vite. Merci. À très vite Jérôme. Michel, quel parcours que toi tu as fait? C'est un honneur de t'avoir, comme je viens de le dire. Merci. Est-ce que pour la personne qui te découvre, est-ce que tu peux te présenter succinctement? Ok. Globalement, moi, je viens à la base du monde de l'informatique. Moi, ça fait déjà 20 ans que je suis dans le monde de l'intelligence artificielle. J'ai mené des très gros projets, notamment un projet mondial sur la refonte de la logistique d'un grand groupe. Et suite à ça, j'ai décidé de partir, donc suite à un burn-out, mais surtout derrière, après m'être remis du burn-out, j'ai voulu en fait me recentrer sur l'humain. Parce qu'un burn-out, ça remet beaucoup de choses en place dans la tête. Et depuis pas mal d'années, depuis déjà près de 10 ans maintenant, je me suis focalisé sur l'humain et ça m'a donné plein d'opportunités aujourd'hui d'allier justement la technologie, donc l'IA en l'occurrence, avec l'humain et de voir comment en fait tout ça peut cohabiter ensemble. Ok. Tu es aussi très lié à la PNL, la vraie PNL, j'ai envie de dire, à la programmation neurolinguistique, parce que tu t'es formé avec le co-créateur de l'approche. Ouais, exactement. Donc, j'ai la chance de travailler en binôme avec Nathalie de Marsay. On est tous les 2 premiers francophones au monde qu'il ait nommé master trainer. Donc en gros, qui avons réussi à le convaincre qu'on avait des choses à apporter à l'approche. Donc ça, pour nous, effectivement, c'est fantastique. Ce qui fait qu'on travaille beaucoup avec la PNL et c'est voilà, c'est une de nos occupations principales, en fait. Ok. Tu es aussi lié en fait à Tony Buzan International. Donc, monsieur Mind Mapping, j'ai une mind map là derrière. Et c'est grâce à toi que aussi moi je suis lié à Tony Buzan parce que c'est toi qui as poussé ma candidature pour être vice-président de Buzan. Parce que tu le méritais surtout, hein. Mais parce que c'est toi qui as vu que je méritais. Et c'est en fait, donc on va mélanger toutes ces choses-là, je Ouais. pense, enfin, parce que on a discuté un petit peu avant ton intervention. Et le sujet donc de l'intervention, c'est le leadership d'alignement personnel pour prospérer à l'ère de l'intelligence artificielle. Ouais. Et la première chose que toi tu dis, c'est revenir à l'humain. Pourquoi? Alors, parce que, tu vois, il y a encore 5 ou 10 ans, dans des entreprises, tu pouvais voir des personnes qui sont humainement insupportables, mais qui étaient bonnes techniquement et on les gardait, en dépit du fait qu'humainement, c'était pas top. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle reprend toutes nos tâches techniques, d'accord? Nos expertises. Aujourd'hui, on trouve toujours une IA qui est meilleure que nous techniquement.
Qu'est-ce qui va rester à cette personne qui était bonne techniquement et puis qui avait aucun apport humain? Bah, il reste plus rien en fait. Et typiquement, quand on dit que lui, l'IA va prendre des boulots, c'est vrai, elle va prendre certains boulots. Par Mhm. contre, une personne qui a cette compréhension, ouais, on peut dire cette compréhension de l'intelligence artificielle, mais aussi et surtout un rapport humain qui est correct, qui est sain, eh bien, cette personne, elle peut continuer à prospérer dans les entreprises. Et ça, effectivement, on voit qu'il y a tout un revirement aussi on parlait beaucoup de quotient intellectuel avant dans les recrutements dans les entreprises. Aujourd'hui, on va de plus en plus vers les quotients émotionnels. D'accord? Mhm. Pourquoi? Parce que, bah, évidemment, quand on réduit le personnel d'une entreprise, si tout le monde commence à se mettre dans la figure, ça va pas bien se passer. Donc aujourd'hui, on va vraiment favoriser le monde de l'humain. Et puis, cette constatation, en fait, je l'ai faite également en ayant l'occasion de côtoyer le monde de la défense, qui sont toujours 5 à 10 ans en avance de phase par rapport aux civils. Et là-bas, en fait, ça fait déjà 2 3 ans qu'ils mettent en place tout un mode de fonctionnement qui leur permet de redevenir human-centric au lieu de budget-centric. Donc de revenir à une focalisation sur l'humain plutôt que sur le budget, en fait. Mhm. C'est parce qu'on voit un petit peu avec la géopolitique d'actualité. Ah, Euh, elle est complexe. Là, maintenant, c'est des guerres d'influence, ça devient des guerres psychologiques, en fait, hein. Ouais, Énormément, ouais. énormément. Et en même temps, donc, tu dis revenir à l'humain. Donc, Jérôme aussi, c'est son sujet parce que c'est les soft skills dans le monde de la médecine. Mmh. Moi, j'ai connu ça, les médecins qui sont extrêmement bons en point de vue technique et en même temps humainement avec le patient, ça va pas du tout. Ils peuvent vraiment dire des Mmh. choses comme s'ils parlaient en fait à une machine. Il y a zéro Em compétence, mmh. voilà, euh, communication, 0 etc. empathie, pas de communication, etc. ouais. Mmh. Je comprends d'une part qu'ils doivent se protéger. Parce que c'est important, parce doivent se faire une carapace, parce que sinon ils vont péter un câble littéralement, ou ils vont être pas bien. Mais d'autre part, tu dis, peut-être, ils sont comme ça, ces personnes-là. Je fais un peu l'avocat du diable. Parce que la deuxième chose, tu dis, enfin, s'occuper de soi avant les autres. Mmh mh. Et peut-être s'occuper de soi, ça veut dire me protéger. Mmh. Et j'ai pas de force d'empathie parce que je dois me protéger, parce que je vois des choses tellement horribles ou tellement dégoûtantes dans certains métiers. Tu vois des choses extrêmement euh, qui peuvent toucher ta vulnérabilité, que Mmh. peut-être c'est le seul moyen en fait pour certains métiers, comme le médecin qui touche à la mort, comme tel ou tel métier, tu vois, euh, des soldats, Mmh. de militaires. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu m'en En réponds? fait, quand tu n'as pas de compétences de gestion de tes propres états émotionnels, évidemment, la seule manière de te protéger, c'est de te couper complètement du côté humain de la relation. Évidemment, c'est Hmm. clair. Par contre, est-ce que c'est bon pour la personne? Est-ce que c'est bon pour la personne en face? Est-ce que c'est bon pour toi? Dans les 2 cas, non. Parce que finalement, quand tu te coupes complètement de la personne en face de toi, tu te déshumanises d'une certaine manière. Par contre, à partir du moment où tu as les outils pour pouvoir gérer ton état interne, c'est là en fait qu'on arrive à quelque chose où tu peux te protéger différemment, dans le sens où effectivement tu peux être en relation, tu peux véritablement être là avec l'autre et pour l'autre, sans que ça vienne te polluer. C'est un peu la différence entre l'empathie et la sympathie. L'empathie, en fait, où tu vas vraiment comprendre la problématique de l'autre et tu vas vraiment être là pour l'assister, et la sympathie où tu vas vivre son émotion. Et souvent, en fait, on tombe dans la sympathie quand on n'a pas les outils et les moyens, justement, de pouvoir faire cette distinction, de pouvoir se protéger, se séparer, de vivre l'état émotionnel de l'autre. Donc, c'est pour ça qu'il y a un vrai besoin d'éducation. Et pourquoi, en fait, personne n'y arrive? Parce qu'on n'a jamais appris à le faire, tout simplement. Ok. Moi, ça me parle. C'est pas évident. Surtout à l'époque de l'IA.
c'est quoi 2, 3 éléments là tout de suite? Il y a quelqu'un qui a une prise de conscience, d'accord, avec ce que tu viens de dire. C'est quoi la piste là tout de suite la plus simple de faire évoluer? Et après, tu vas dire ça. Moi, je veux te dire ce que moi je fais depuis 3 mois, que je teste de nouveau chez moi dans mes pistes d'évolution. Pour moi, il y a une séquence de 3 étapes à suivre. Et quelquefois, en fait, certaines personnes le font dans l'ordre inverse et malheureusement, bah, ça donne pas vraiment de résultat. Pour moi, la première des choses, c'est de réapprendre à communiquer. Pas seulement avec les autres, mais aussi et surtout avec soi-même. Déjà, éviter, tu sais, ces petites voix là qui te répètent constamment: «Tu y arriveras pas, c'est trop compliqué» ou alors, tu vois, tous ces jugements internes, en fait, finalement, qui arrivent. Donc la première des choses, c'est la communication. Et tu vois, on parle beaucoup d'intrapersonnel et d'interpersonnel. Moi, je rajoute également la notion d'extrapersonnel aujourd'hui. Pour moi, l'extrapersonnel, c'est communiquer avec des systèmes autres, comme les IA justement. Il faut apprendre de plus en plus à communiquer avec les IA. Plus Mmh. elles évoluent en intelligence, plus effectivement il faut savoir leur parler. Tout comme tu parles pas pareil à monsieur et madame tout le monde que tu parlerais à Einstein, en fait. Mais évidemment, si tu parles n'importe comment à un génie, il va te répondre n'importe quoi. Et aujourd'hui, c'est un peu le problème, c'est qu'on voit de plus en plus des gens, les IA qui évoluent et les gens qui disent: «Ouais, les IA deviennent stupides». C'est pas qu'elles deviennent stupides, c'est qu'il faut apprendre à leur parler différemment. Parce qu'en fait, on ne s'adresse pas de la même manière à 2 personnes qui sont une, plus basse, on va dire intellectuellement et une plus haute. Donc à un moment donné, il faut apprendre ou réapprendre, je dirais, à communiquer. C'est la première étape. La deuxième étape, à ce moment-là, c'est gérer ses états internes. Pourquoi je dis que c'est la deuxième étape? Parce que mettons que tu apprends des outils de gestion du stress. C'est super, c'est cool. Tu apprends à calmer, par exemple, ton stress avant de donner une conférence devant 200 personnes. Mais si tu continues à avoir ce dialogue interne qui te répète: «J'y arriverai pas, ça va être compliqué, ils vont pas m'écouter, je vais pas être crédible». Le problème, c'est qu'en fait, tout ça, c'est comme, en fait, de l'engrais qui vient de nouveau donner de la force finalement à ce truc que tu viens de nettoyer, tu vois, au niveau émotionnel. Donc ça n'a aucun intérêt parce que finalement, tu vas saboter ton travail au niveau état interne à cause justement, bah, de ces dialogues internes. C'est pour ça, la gestion des états internes et des émotions, c'est l'étape numéro 2. C'est seulement une fois qu'on maîtrise la partie communication et ça, c'est un des grands problèmes. Heu, Tellement de personnes qui s'intéressent bien sûr sur YouTube, il y a plein de méthodes qu'on te montre pour gérer le stress. Ils font et ils se rendent compte à la fin, beh, ça marche pas. Bah ouais, mais en même temps, ils le reconstruisent juste derrière en fait, au travers de leurs pensées négatives, au travers de tout ça. Et une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a la communication, toute la partie également gestion des états internes, là, on va commencer à s'intéresser au domaine des stratégies. Une stratégie, c'est quoi? C'est apprendre à faire quelque chose avec un résultat prédictible en fait. Et on peut avoir des stratégies comme côté Busan, justement, on a les stratégies d'apprentissage, des stratégies de créativité au travers du mind mapping, on a des stratégies pour la lecture rapide ou efficace. Ces stratégies-là, en fait, une fois qu'on est vraiment au clair dans notre communication et dans nos états émotionnels, là, ces stratégies, elles peuvent commencer à prendre toute leur ampleur. Et c'est vrai pour des stratégies, comme on vient de le dire, mais c'est aussi vrai dans les entreprises, des stratégies, par exemple, de performance, des stratégies également dans la vie personnelle, par exemple, pour gérer la séparation entre vie privée et vie professionnelle, et cetera. On pourrait lister des centaines de stratégies comme ça qu'on peut aller travailler, mais pour ça, évidemment, il faut déjà être suffisamment aligné. Mmh. Donc, apprendre à communiquer, Mmh. hem, gestion de ses états internes, finalement, c'est on va dire en anglais le mindset, finalement. Mmh mh. On va et ça commence, pour moi, ça commence par l'observation. Mmh. Ouais. C'est intéressant ce que tu as dit. Je vais donner un exemple, si je peux, de ma vie, en fait, là, ces derniers mois parce que, je le veux ou pas, en fait, je déjouais, ou j'ai aidé une personne qui a fait une tentative de suicide. Mmh mh. Un collègue de 50 ans. Mmh.
Littéralement, en fait, il était pas bien. Et c'est un voisin, quoi, chez moi, en Pologne. Il travaille comme là, beaucoup de Polonais en Angleterre. Il a une entreprise là-bas. Et en fait, il fait des chantiers, il fait des trucs. Il gère des chiffres d'affaires. Mais en fait, il voyageait là-bas. Il avait des employés, etc. Il vient vivre en Pologne avec sa femme et leurs enfants. Et à un moment donné, en fait, il y a eu un gros clash. En fait, il y avait déjà une dégradation à long terme. Mais après le coup, j'ai appris, en fait, qu'il était déjà très vulnérable. Mhm. Il était très mal accompagné. Mais pour moi, je l'ai appris au fil du temps. Mhm. Et je lui pose des questions parce que je le vois assez régulièrement. Donc, à la fois, je dois faire preuve d'empathie, sans rentrer, sans être le sauveur, tu vois, Ouais. ce qui n'est pas évident. Et en même temps, je lui pose la question, c'est quoi aujourd'hui ton dialogue interne? Il dit que la vie, c'est de la merde. Je dis, OK. Je dis, ah, t'as encore du chemin, quoi, mon gars. Il y a encore du taf. Et en même temps, moi, je propose, par exemple, un exercice de gratitude. Je dis, fais de la gratitude. C'est-à-dire, et pourquoi tu es reconnaissant? C'est quoi les 3 éléments pour lesquels tu es reconnaissant au jour d'aujourd'hui, ici, là, tout de suite, quoi? Que voilà, il fait telle météo, que on n'a pas qu'on a des choses en fait à portée de main, que si ça, enfin, il y a plein de choses en fait pour lesquelles on peut être reconnaissant. Si on vit en Europe, on a quand même une grande chance, mais quelque part, un peu partout dans le monde, tu peux être reconnaissant parce que la Terre, la planète Terre, c'est une très belle planète et tu as ce mindset en fait. Donc ça commence par là. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Et en même temps, ce que moi je fais ces derniers temps, j'ai commencé il y a 3 mois. Je me suis rendu compte dans le contexte que j'ai hérité un trauma dans la 3e génération dans ma famille. Un trauma d'un génocide que ma famille a vécu en 1944, 43, 43 même, 42, 3, ça a duré longtemps, parce que c'était en fait dans l'est de la Pologne, au nord dans la région de la ville de Lviv, il y avait 3 nations qui vivaient ensemble. C'était les Polonais, les Ukrainiens et les Juifs. Et il y a eu un génocide, il y a quelque chose qui a démarré un génocide un peu comme les Hutu-Tutsis en Rwanda, 40 ans plus tard. Donc là, c'était ou 50 ans, génocide entre les Ukrainiens et les Polonais. Quand il y a 500 000 Polonais qui sont morts, il y a 250 000 Ukrainiens. Un carnage, en fait. Ah ouais. Et ma famille, pendant 30 ans, ils n'ont pas... Donc, moi, j'ai des oncles qui ont vécu ça, en fait. Ils avaient 8 ans, ils avaient 10 ans, et ils ont vu leurs parents se faire tuer, en fait, avec une hache. Et eux, ils ont vécu ça. Et ils sont encore vivants. Et je les ai rencontrés pour la première fois, là, il y a 3 ans. Donc, je savais de loin, déjà dans les années 90, ils ont commencé à parler. Moi, j'étais adolescent. Il y avait des rencontres de famille, mais je ne suis jamais allé ou d'une part ou d'une autre. Ma mère, elle m'a épargné de ça. Et donc, seulement à 40 ans ou 42 ans, je suis allé à la première rencontre comme ça familiale où j'avais déjà, tu vois, psychologiquement, j'étais construit. Je comprenais beaucoup de phénomènes au niveau psychologique, même si je ne suis pas psychologue. Et j'étais à table, comme là à côté, avec un cousin de mon grand-père, en fait, qui, à l'âge de 90 ans, il commence à te raconter comment il a vécu, qu'est-ce qu'il a vécu, qu'est-ce qu'il a vu. Et là, tu vois le corps qui commence à trembler, les larmes qui commencent à couler. Tu vois, l'ancrage, tu parles en PNL, les ancrages, mais là, il révivait l'émotion. Et en fait, il n'a jamais eu suivi d'un psychologue, il n'a jamais eu de suivi de quoi que ce soit. La famille, en fait, ils ont décidé, pendant 30 ans, il y avait un silence, ils se parlaient peut-être entre eux. Et au bout de 30 ans, ils ont commencé en fait à en parler, etc. Parce qu'il y avait d'autres familles comme ça. Et en fait, le fait de ne pas le retravailler, le fait de... Ma mère, elle a hérité ça parce que mes grands-parents, quand moi j'étais gamin,
j'avais 8 ans, j'avais 10 ans, où j'étais adolescent, ils me parlaient en fait de leurs souvenirs, soit de la guerre mondiale, Mmh. soit des trucs récents. Ils n'en ont jamais parlé. En fait, c'est comme si les années 50, 60 Ouais, et 70, c'est comme si en fait il n'y avait rien, c'était un vide. ouais. Je pense que c'était des corps vivants, Mmh. mais ils ont survécu parce qu'il fallait vivre, mais psychologiquement, c'était un désastre. Bien sûr. Et il Donc y a un j'ai truc in commencé en fait une thérapie, une sorte de ouais. thérapie positive parce que, OK, moi j'ai pas vécu ça, et cetera, mais je ressens des blocages chez moi, Ouais. et cetera, et donc je vois une psy toutes les 2 semaines. Je parle pas mal de choses. En fait, je parle de ma vie. Elle soupçonne qu'en plus j'ai un TDAH. Je vois des choses, je vis extrêmement intellectuellement beaucoup de choses, et c'est, je trouve, très intéressant comme démarche parce que je vois en fait des choses chez moi évoluer aussi. Ouais. Mais c'est intéressant, tu vois, tu disais que quand il commençait à parler de tout ça, il le revivait, en fait. Ouais, Il le revivait physiquement dans son corps. Et ça, évidemment, à chaque fois que tu revis, c'est ce qu'on appelle être associé finalement dans l'expérience, tu densifies finalement cette expérience-là parce oui, que tu la revis oui. pleinement. Tu la revis, mais en vrai, c'est comme si effectivement ça se reproduisait. Et tu vois, un des moyens qu'on utilise beaucoup, déjà, dans un premier temps, c'est apprendre à la personne à se dissocier de ces événements, tu vois? C'est-à-dire, un peu comme si au lieu de vivre le truc, de vivre cette souffrance, de la régénérer à l'intérieur et automatiquement de la densifier, parce que chaque fois que tu revis quelque chose, le cerveau, il apprend par répétition, en fait. Et ben, en fait, tu apprends à la regarder avec plus de distance et déjà là, ça relâche. Et le truc, c'est que quelquefois, il y a des personnes qui veulent absolument rester accrochées à ces souvenirs-là. Le problème, c'est pas tant l'histoire de d'être accroché ou pas. Le problème, c'est l'impact qu'on va donner sur le corps. Parce que le corps, on peut faire ce qu'on veut, il somatise. Et tous ces trucs, en fait, qu'on garde et qu'on vit d'une manière tellement négative et puissante, bah, quelquefois, malheureusement, ça se transforme en des maladies, en des trucs, qui n'auraient pas lieu d'être normalement. Et c'est pour ça, c'est ce que je dis aux gens, quelquefois, ils ont peur, tu sais, de ne plus vivre ce truc parce que ce serait comme une trahison, tu sais, de plus vivre ce truc. Mais en fait, est-ce que ça honore véritablement la situation de continuer à souffrir tellement d'années après, tu vois? Et on revient à la question s'occuper de soi avant les autres. Mmh. Totalement, ouais, totalement. C'est de prioriser déjà son propre bien-être. En fait, on peut pas on peut pas apporter du bien aux autres si on ne l'a pas. C'est pareil, on peut pas donner de l'argent aux autres si on n'en a pas, d'accord? Heu, on peut pas donner quelque chose qu'on n'a pas. Ça Mmh. veut dire que, bah, à partir du moment où tu as quelqu'un qui fonctionne d'une manière négative, bah, malheureusement, ce qui va transpirer de cette personne, c'est de la négativité. Est-ce que c'est ça que je veux donner à mes enfants, à ma famille, à mes amis? Moi, non, en tout cas. Moi, c'est pas ça que j'ai envie de leur transmettre. Par contre, effectivement, de pouvoir garder finalement ces expériences comme des leçons qui me permettent de fonctionner d'une manière meilleure, moi, dans l'avenir, là, oui, totalement. Ouais. Hem, Merci pour ta réponse, et donc on arrive aujourd'hui en 2026. Ça fait 2 ans et demi que, ou un peu plus de 2 ans ou 3 ans que le ChatGPT existe. Oh, ça fait ouais, ça fait 3 4 ans là déjà. 3 ans, c'était en novembre, il y a 3 ans et quelques mois, je Je pense. sais que c'était le 30 novembre parce que c'est mon anniversaire, C'est mais ça? l'année Non, c'était il y a 3 ans. Il y a ouais. 3 ans. Hem, Comment, donc aujourd'hui, on voit déjà des effets. En fait, il y a une première étude qui est tombée qui a démontré que cognitivement, il y a un déclin. Ceux qui utilisent, l'IA, je ne sais pas de quelle manière, mais des étudiants qui devaient faire des choses, délecto à l'IA, en fait, Ouais. sans, aucune critique. Mmh. C'est ça le problème. En fait, si tu compares médicalement, on pourrait dire les béquilles que les gens prennent lorsque, par exemple, ils se cassent une jambe ou quoi, si les gens continuent de l'utiliser tout le temps, la béquille, évidemment, il y aura un déclin musculaire énorme.
Mmh. La béquille, comme son nom l'indique, c'est une béquille, c'est censé être temporaire. En fait, le problème, c'est que dans ChatGPT, tu peux l'utiliser comme une béquille ou tu peux l'utiliser comme un levier d'apprentissage. La béquille, c'est simplement, j'ai un truc à faire. Bon, je suis étudiant, j'ai un travail à faire sur, je sais pas moi, les sciences naturelles et puis la photosynthèse. Je vais dire à ChatGPT, fais-moi un travail sur la photosynthèse, basta, hop. C'est ChatGPT, le il va le travail de faire. mon fils il y a 3 semaines, fait la Ah, photosynthèse. ah bah tu vois, voilà, il n'y a pas de Mais hasard. il a l'interdiction d'utiliser l'IA à la maison. Hein, hein. Alors tu vois, là, effectivement, la personne, elle va être en déclin parce que non seulement elle n'aura rien produit d'elle-même, mais en plus de ça, son cerveau ne sera pas confronté à des avis divergents. Alors que si tu vas sur Google et tu tapes photosynthèse, tu vas trouver tout et son contraire. Et c'est à toi, après, par réflexion, de définir ce que tu vas garder ou pas. Ça, c'est la mauvaise utilisation de l'IA. La bonne utilisation de l'IA, c'est ce que j'explique souvent dans les écoles ici en Suisse, c'est en fait, tu peux définir ce qu'on appelle un prompt master. Donc, c'est un truc qui va constamment C'est être ça. repassé. Et moi, dans ce prompt, pour les élèves, je mets toujours la chose suivante. Je dis, ne réponds jamais directement aux questions que l'élève te pose, mais réponds-lui par des questions pour l'interroger lui et pour combler les manques qu'il a. Ça veut dire que si maintenant tu viens avec ce chat GPT configuré de cette manière-là, et tu lui dis, vas-y, fais-moi un travail sur la photosynthèse, il va pas te le faire. Il va te répondre, qu'est-ce que tu sais déjà de la photosynthèse? Ben alors, c'est la lumière c'est les plantes vertes, et là, en fait, au fur et à mesure, avec toutes tes imprécisions ou quoi, il va te corriger. Il va te donner plus d'infos sur la photosynthèse, il va te donner plus d'informations sur l'impact de la lumière, sur ci, sur ça. Après, quand tu vas lui dire: «OK, vas-y, écris-moi le truc», il va dire: «OK, comment toi tu structurerais ce travail?» Et alors, c'est vrai que c'est usant parce que il va constamment venir te challenger et te poser des questions. Mais là, ça devient un outil d'apprentissage que tu ne pourrais pas trouver si tu n'avais pas ça. Parce qu'en fait, il va lui-même, en fait, il va te forcer à réfléchir. Tu peux même, dans le prompt master, lui dire, ben voilà, propose aussi des avis contradictoires pour forcer la personne à réfléchir et à se poser les bonnes questions. Et là, ça devient fantastique. Moi, j'adore quand je fais des recherches comme ça, j'adore parce que ça me donne toujours les deux points de vue. On a un biais cognitif, hein, nous, les êtres humains, de confirmation, où on va régulièrement chercher des informations qui viennent que confirmer nos hypothèses. Mais quand tu vois, par exemple, moi qui m'intéresse beaucoup à des trucs naturels, que ce soit, des trucs, moins chimiques comme le dioxyde de chlore et cetera. Le truc, c'est qu'à un moment donné, je rentre aussi dans une sorte de focalisation que tout ce qu'il y a là-dedans, c'est bon. Mais ce qui est génial, c'est que moi, maintenant, quand je fais des recherches par rapport à ça, l'IA, elle va me challenger aussi. Il fait: «Tiens, en fait, et qu'est-ce que tu penses de cette étude qui montre que dans tel cas, ça marche pas du tout et que même il peut arriver telle ou telle chose?» Ah! Là, ça stimule beaucoup plus. Et là, effectivement, tu vas avoir l'effet inverse. Tu vas pas seulement avoir un non-changement, on va dire, au niveau du côté cognitif, mais tu peux véritablement développer la cognition si tu l'utilises bien. C'est comme tout, en fait, hein. N'importe quoi, tu peux trouver des bonnes utilisations ou des mauvaises, et dans les extrêmes, hein. Le couteau de cuisine, tu peux aller dans les 2 extrêmes, en fait. Je suis totalement d'accord. Mon fils, il a 11 ans, c'est pour ça, en fait, pour l'instant, je il travaille avec Google, avec moi, il fait des mind maps et cetera. Et après, le vrai travail, et là, je suis, d'accord avec toi, c'est apprendre à faire le prompt de cette manière-là. Ouais. En fait, Parce il s'agit d'éduquer, et c'est tout le problème, en fait, aujourd'hui. C'est pour ça, quand nous, on parle d'IA dans nos formations, on nous demande souvent: «Mais est-ce que tu m'apprends à utiliser les outils d'IA comme Midjourney et cetera?» Je dis: «Non, parce que c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est avoir une vision d'ensemble, une vision, une compréhension globale de comment utiliser l'IA pour qu'elle soit bénéfique pour la personne et pour l'entreprise.» Une fois que ça, tu l'as compris, quel que soit l'outil, après tu sais comment ça fonctionne. Une fois que tu comprends, le mécanisme en fait qu'il y a derrière, tu peux savoir à quel moment il risque d'halluciner ou pas. Et c'est ça en fait que nous, on veut travailler au maximum avec les gens, parce que les outils évoluent tellement vite que si aujourd'hui
tu crées par exemple une formation pour apprendre ChatGPT, dans 3 mois, elle est déjà obsolète. Parce que les nouveaux modèles fonctionnent différemment, ils ont des modes de fonctionnement différents, et malheureusement, en fait, tout devient très vite obsolète. Par contre, la compréhension d'ensemble, ça, c'est essentiel aujourd'hui. C'est ça. Donc finalement, ça vient de là. Et finalement, c'est ça qui a encore plus d'importance. Donc je veux dire le mind mapping, Mmh. qui permet en fait comme disait Tony, c'est l'outil d'aide à la pensée. Mmh. C'est ta pensée. Et finalement, c'est quoi? C'est, comme tu dis, c'est cette compréhension qui permet en fait, parce qu'on ne pourrait même pas penser que, ah oui, ben c'est vrai qu'on peut lui poser des questions et des contradictoires, de le challenger, qu'il me challenge en fait, etc. Moi, j'ai l'habitude de demander en fait, pose-moi 10 questions qui vont t'aider à encore mieux comprendre mon contexte. Ça dépend ce que j'écris, ou si on est en train d'apprendre, ben, voilà, prépare-moi un quiz sur ça, ça et ça, où on peut vraiment l'utiliser. Et la seule chose qui nous bloque, c'est la créativité, la nôtre. Ouais, c'est exactement ça. Et pour ça, il faut être structuré. Et c'est tout le problème aujourd'hui, c'est que comme on n'est pas non plus éduqué dans les outils d'IA, et c'est un peu le problème, c'est ce que j'explique dans les écoles aussi, c'est que, tu sais, à l'époque, quand les premières calculatrices sont sorties, la première réaction des écoles, c'était d'interdire les calculatrices. Mais résultat, tous les élèves qui avaient de l'argent, bah, ils en avaient une à la maison et puis, bah, il y avait une sorte d'avantage, injuste par rapport aux autres. Et là, en fait, avec l'IA, beaucoup d'écoles font la même chose. Ils interdisent l'utilisation de l'IA. Le problème, c'est que tout le monde le fait. Tu peux faire ce que tu veux, à moins qu'il y ait vraiment un parent qui bloque le truc, mais je veux dire, tout le monde le fait. Et comme les gens ne sont pas éduqués, parce que, ben, on interdit le truc, on n'éduque pas, résultat, ben, ils l'utilisent mal. Et en fait, ils font faire le travail par l'IA. Alors que si d'entrée de jeu, on éduque les personnes sur comment ça fonctionne, comment ça peut t'aider, comment au contraire ça peut devenir un piège pour toi, ben là, les gens sont pas stupides non plus. Les enfants sont pas stupides. Quand tu leur montres qu'effectivement, il y a 2 manières d'utiliser, une qui va vraiment te mettre dans la mouise dans les années qui viennent et une qui va vraiment t'aider, ouais, il sera peut-être un peu réticent au début parce que c'est un peu plus complexe d'un côté que de l'autre. Mais par contre, il y a un moment donné où les enfants, ils comprennent. Oui, Et quelquefois, le problème, c'est qu'on est beaucoup trop dans cette idée de prise en charge, en fait, tu vois? Où on a l'impression, par exemple, tu vois, pour le mind mapping, j'avais vu un reportage en France, qui disait que non, on ne peut pas enseigner le mind mapping dans les écoles parce qu'avant l'âge de 11 ans, un enfant n'est pas capable d'extraire les mots-clés. Je dis: mm, «Mais attends, c'est quoi ce truc? C'est ridicule». Je voyais à Singapour, des enfants de 5, 6 ans qui faisaient des mind maps, totalement capables d'extraire les mots-clés. Mais tu vois, à partir du moment où on projette de la stupidité, ben, en fait, c'est ce qu'on va récolter au bout du compte. Et le plus important pour moi, c'est de se rendre compte qu'un enfant, il est capable de comprendre. À 10, 11 ans, il est capable de comprendre ce qui va être bon pour lui, ce qui va pas l'être. Il y aura peut-être évidemment des efforts un peu plus importants à faire pour que vraiment il soit, comme on dit en anglais, compliant, pour qu'il joue le jeu. Mais le problème, c'est qu'on prend trop souvent les enfants pour des êtres qui sont incapables de réflexion. Et à cause de ça, bah, évidemment, derrière, bah, le plus simple, c'est d'interdire. On n'éduque pas, on interdit, comme ça, c'est plus simple. Mais derrière, on voit que les enfants, ils l'utilisent de toute façon. c'est ça. Donc finalement, une question par rapport en fait à la rentabilité dans les entreprises et Mmh. l'efficacité, parce qu'il y a des statistiques et des différentes statistiques. Je viens aussi de tester tout de suite, enfin de revoir. Seulement très peu d'entreprises voient une augmentation du chiffre d'affaires grâce à l'IA. Mmh. Donc, et comme tu as dit au départ, il ne faut pas regarder en fait le côté que le budgétaire, mais il faut Mmh. regarder aussi le côté humain. Mmh. Dans le monde où l'argent est extrêmement, c'est un vecteur de prise de décision très fort Mmh. dans la ligne, etc., etc.
si moi, je travaille dans une grosse boîte où je suis à mon compte, toi, tu verrais comment l'utilisation de l'IA intelligente au jour d'aujourd'hui? Bah, Si on regarde, voilà. déjà, il s'agit d'apprendre à l'utiliser. Évidemment, il y a plein d'entreprises qui l'utilisent mal et derrière, ça se passe mal. Et je le sais parce que je suis régulièrement contacté par des boîtes. Encore ce matin, j'ai été contacté par une boîte. Donc, avant même qu'on ait commencé, à des heures pas possibles, je reçois des demandes justement d'entreprises qui me disent: «Bah, écoute, on a mis en place de l'IA, ça marche pas du tout». Et quand ils me décrivent ce qu'ils ont fait, mais c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Tu sais, si on devait comparer, c'est un petit peu comme si à l'époque de l'invention de la calculatrice, au lieu d'utiliser la calculatrice pour faire des calculs, ils s'en servent pour, je sais pas moi, pour caler une table. Après il Mhm. dit: «Ouais, mais la calculatrice, elle m'aide pas dans les maths». Bah oui, mais tu l'utilises mal, évidemment. Donc pour moi, la première des choses dans les entreprises, c'est qu'il y ait déjà une sensibilisation à ce qu'est l'IA, à comment elle fonctionne, parce qu'une fois que tu comprends comment elle fonctionne, tu peux savoir ce que tu es en mesure de lui demander, ce sur quoi elle va pouvoir t'aider et ce sur quoi, en fait, tu peux pas lui faire confiance. Oui. Moi, je vois, par exemple, des chefs d'entreprise, et ça, c'est arrivé il y a pas très longtemps, qui a décidé de virer son équipe marketing. Parce qu'en fait, il a testé un jour chez lui sur ChatGPT: «Crée-moi une campagne marketing pour un produit qu'on vend chez nous qui est tel et tel truc». Bien sûr que ChatGPT, il a créé quelque chose, mais parce que la demande n'est pas claire, n'est pas précise, n'est pas créée par un expert, le résultat était totalement médiocre. Mais lui, il s'est dit: «Ah bah, c'est génial, il fait le boulot, pourquoi je vais payer 3 personnes?» Et résultat, il les a virés. Sauf Mm. que derrière, le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est cassé la figure parce que ça vendait plus. Et quand ils voulaient récupérer les marketeurs en question, ben, malheureusement, ils étaient plus disponibles. Résultat, il a dû reprendre du monde, qu'il a dû en plus de ça former, mais il n'avait pas les compétences pour les former. Donc ça a été, il y avait vraiment, je pense, dans ce cas précis, il a failli devoir fermer boutique. Mais Mm. pourquoi? Parce qu'en fait, il n'avait pas la connaissance, la compréhension des limitations et du fonctionnement de l'IA. Mm. S'il avait eu cette base de compréhension par rapport au fait que, ben, il faut pouvoir lui poser des questions avec un langage expert et puis avec un contexte très clair, il aurait jamais fait ça. Il Mm. aurait gardé ses marketeurs. Il leur aurait mis à disposition l'outil pour qu'ils fassent encore mieux, mais il se serait certainement pas séparé d'eux. Euh, Quels sont les liens? Parce que tu proposes aussi, et ça fait partie de la semaine du développement, c'est que nous avons un pack d'enregistrement, il y a des bonus, ça c'est une chose. Et pour certains experts comme toi, tu proposes, en fait, on peut te suivre, on peut même s'inscrire avec toi à un programme, une formation que nous avons, que je t'ai demandé en fait de faire une offre spéciale pour la semaine de Mmh. développement. Donc, ça vient de moi, ça même pas de toi. Et je sais qu'à chaque fois, je dois te demander de faire des efforts pour les personnes qui nous suivent. Tu as en fait développé un programme en ligne, Ouais, leadership d'alignement personnel. ouais. Est-ce que quels sont les parce on a parlé d'alignement personnel, on a parlé de beaucoup de choses en fait, j'ai envie de dire, psychologie, gestion de soi et en même temps, l'intelligence artificielle et finalement, il y a des choses qui, comment ça se met ensemble? Quels sont les piliers fondamentaux, j'ai envie de dire, dans ce programme que tu proposes Mmh. et qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir avec ça? En fait, le programme, il se base sur les 12 dernières années où on a travaillé, bah, notamment avec des entreprises, avec la défense, avec l'état-major aussi de la défense, où on a en fait synthétisé tout ce qui est utile aujourd'hui pour allier l'humain et l'IA. Donc en gros, les 3 piliers de ce programme, c'est les 3 piliers que j'ai mentionnés. Premièrement, c'est communication. On Mmh. voit la communication interpersonnelle, intrapersonnelle et aussi extrapersonnelle, c'est-à-dire la communication avec les systèmes comme les IA. Et là, d'un coup, ça éclaircit énormément la manière de comprendre l'utilisation des outils d'IA. Ça, c'est déjà un premier point très important. Ensuite, on a le volet sur la gestion des états internes, où là, on voit vraiment toutes les techniques les plus efficaces
qui sont du monde de la PNL, mais ailleurs aussi. Donc, on a vraiment pris un ensemble le plus cohérent et celui qu'on a le plus utilisé avec les entreprises et puis avec notamment la défense, pour te permettre de gérer ces états internes-là, gérer les états de stress, gérer les peurs, les croyances limitantes, tous ces ancrages, ces connexions en fait qu'on a. Parce que quand tu parlais justement de ces membres de ta famille qui avaient justement ces connexions très fortes par rapport à ces événements passés, c'est aussi des ancrages, c'est une connexion physique en fait, ou un simple déclencheur qui peut être un mot, une image ou quoi, peut les ramener à toute cette souffrance en fait qu'ils ont vécue. Donc apprendre à gérer tout ça. Et enfin, il y a toute la partie stratégie, le volet stratégie, où là vraiment on apprend à développer des stratégies professionnelles, donc pour pouvoir vraiment bien fonctionner dans le monde actuel, donc des stratégies qui vont te permettre de gagner en efficacité. Et là, je partage aussi beaucoup comment moi j'ai mis en place tout ça, puisque moi j'ai réussi en fait à réduire mon temps de travail et en augmentant nettement mes résultats, donc puisque tout est calculé et évalué, hein, dans les entreprises. L'apprentissage des langues également, comment les stratégies intéressantes pour l'apprentissage des langues, Mmh. pour l'apprentissage de nouvelles compétences, de nouvelles attitudes. Et tout ça, en fait, c'est regroupé dans ce volet stratégie, où effectivement, derrière, on se sert pendant toute la formation de la métaphore de l'intelligence artificielle. Par exemple, c'est tout simple, hein, bon, on ne va pas rentrer dans le détail ici, mais des techniques qu'on utilisait pour gérer les états de stress pendant des années et qui étaient Mmh. jamais prouvées par la science, eh ben, en fait, on s'est rendu compte que grâce à ces techniques-là, ont pu être développés des outils comme Midjourney qui permettent justement de générer des images sur la base d'un texte. Alors ça, je ne peux pas trop en dire parce que c'est très long, ça prend du temps pour le comprendre. Mais une fois que tu comprends ça, tu te dis: «Mais bon sang», après, tu arrives à littéralement savoir si une technique va marcher pour toi, pour pouvoir, par exemple, casser un état émotionnel ou pas. Mmh. Parce qu'une fois que tu as cette compréhension méta, tu sais, cette prise de recul par rapport à comment ça fonctionne, et ben, tu dis: «OK, ouais, ça risque de marcher, ça par contre, pas top. Ça, tiens, ça je pourrais l'améliorer de telle manière pour que ça fonctionne encore mieux chez moi», et c'est ça qu'on veut, l'autonomisation. Aujourd'hui, il y a que ça, en fait, qui marche. Je te donne un exemple pourquoi justement l'autonomisation, elle est importante. Un des métiers les plus à risque, selon les dernières études qui ont été faites sur les métiers à risque, à cause de l'IA, c'est le métier de psychologue. Mmh. Apparemment, c'est un des métiers les plus à risque. Et aujourd'hui, en fait, tu as plein de personnes qui se servent déjà d'outils comme ChatGPT pour des conseils psychologiques. Malheureusement, ils le font très mal et ça se passe souvent mal. Parce Mmh. qu'ils ne comprennent pas comment le système fonctionne. En plus de ça, il y a un risque incroyable à aller livrer tes secrets les plus intimes à des IA où tu n'as jamais la certitude derrière de comment tes données sont utilisées. Ouais, on te dit que ça va pas être utilisé Oui. pour éduquer les prochaines versions de l'IA, mais on te dit pas explicitement que ça va pas être vendu à Google pour donner des infos sur toi, et cetera. Donc là, il y a vraiment un problème où il y a un métier qui est celui de psychologue qui va commencer à souffrir fortement, une demande à l'inverse qui va augmenter énormément, mais aussi et surtout derrière un vrai problème parce que les gens vont vite se rendre compte que tu as vraiment besoin d'apprendre à t'autonomiser. Mmh. C'est-à-dire que du fait que le métier va souffrir, ça sera de plus en plus compliqué aussi d'avoir accès à des bons psychologues parce que, bah, le métier va commencer à être en tension véritablement. Et à côté de ça, avec les IA, ça a l'air facile, mais avec tous les problèmes qu'on rencontre déjà et qu'on va continuer de rencontrer, les gens vont de moins en moins avoir confiance de faire ça. Et à côté de ça, qu'est-ce qui va rester? L'humain, soi. Réussir en fait soi-même à s'autonomiser, à réussir à gérer les 80-20, tu vois? Gérer les 80 de nos problèmes avec 20 de techniques efficaces et après pour le reste que tu sais pas gérer, là tu vas voir un professionnel. Donc la Mais je fameuse pense loi Pareto. exactement. Et là, je pense vraiment qu'il y a, et on voit déjà ce mode de fonctionnement se mettre en place, où les gens se rendent compte de plus en plus de l'importance de l'autonomisation. Il y a quelques jours, j'ai eu un CEO qui m'a contacté, qui s'est inscrit justement sur les leaderships d'alignement personnel et je lui ai demandé pourquoi il s'inscrit et il m'a répondu: «Bah, en fait, en tant que CEO, on est seul».
on est seul face à tout le monde. Je peux faire confiance à personne parce que il y a des personnes dans l'entreprise qui veulent mon poste, donc je peux pas tout leur révéler non plus parce que là, je me tirerais une balle dans le pied. Quand il y a des problèmes, c'est moi qu'on vise directement. C'est tous les lasers des snipers, ils sont sur moi. Et je dois être aligné, ce qu'il m'a dit lui, je dois être aligné, je dois pouvoir aussi gérer après ma vie familiale, gérer la différence entre ma vie professionnelle et ma vie familiale. Et ça, en fait, il dit, ça s'apprend. Ben voilà, on est exactement sur ça. Et je pense que de plus en plus, pas seulement dans le monde des CEO et puis des entrepreneurs, mais aussi de manière générale dans le monde du salariat, les gens vont de plus en plus se rendre compte que, de toute façon, c'est simple, le stress va que faire monter. Faut pas se voiler la face. De plus en plus, tous les métiers vont être de plus en plus en tension, les niveaux de stress vont monter. Si déjà aujourd'hui c'est compliqué, demain ça sera pas plus facile. Donc à un moment donné, ça nécessite effectivement de se préparer. Il y a vraiment un changement de paradigme. C'est un petit peu, on va dire, un moment assez historique qu'on n'a pas vu depuis tellement longtemps. Et bah, aujourd'hui, effectivement, faut prendre le train en marche, en fait. Ou alors, bah, subir les conséquences à un moment donné. Moi, en fait, quand je suis devenu manager, pour la première fois, enfin, j'étais une fois manager parce qu'une fois, j'ai travaillé dans un corporate chez AXA et j'étais devenu le plus jeune manager de toute la boîte. C'était en Pologne je crois, 2008. On te faisait déjà travailler à 12 ans, c'est ça? Non, 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 non. Je suis jeune, bien sûr, comme toi, mais j'ai déjà un certain âge. Plus tu es haut, plus tu es seul. C'est ce que m'a dit ma directrice régionale à cette époque-là. Plus tu Ouais. montes haut, plus tu es seul. Aujourd'hui, tu vois, je suis à la vice-présidence du Busan. Je suis président de WABA League, un projet mondial pour la Ligue des sports du cerveau. Et en fait, j'ai encore d'autres projets. Donc, mon côté TDAH voilà, me fait comprendre. Enfin, c'est ma psy qui me. J'ai trop de choses sur ma tête aussi, littéralement. J'en ai trop. Ouais. Et je suis seul, souvent. Et souvent, je suis seul. Donc, revenons en fait à ton. Parce que je te demandais aussi voilà, de faire donc l'offre spéciale pour leadership d'alignement personnel. Parce qu'on peut aller plus loin avec toi. On peut lire ton. Tu as préparé un excellent bonus aussi dans le pack des enregistrements, qui est tout simplement le PDF justement sur l'IA, comment comprendre l'IA. Et il y a aussi voilà, le côté prompt là-dedans, apprendre à l'ère de l'intelligence artificielle. Ça, c'est une chose. Mais le coaching d'alignement personnel, enfin, c'est un programme dans lequel il y a plusieurs personnes et vous travaillez avec des personnes pendant 3 mois, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est sur Zoom, c'est toutes les semaines, c'est que ça se passe comment? On fonctionne en fait, on a adapté par rapport à la demande et la demande, ça a été justement de proposer des modules enregistrés pour que les gens puissent le faire à leur rythme OK. et d'avoir des sessions hebdomadaires pour les questions et réponses. Donc en fait, il y a une interaction constante sur la plateforme. On a beaucoup gamifié. Ça fait qu'il y a des modules qui se libèrent à partir du moment où on participe et ça, c'est très intéressant. Ça devient une source de motivation pour les participants. Et puis, on couvre en fait tous ces éléments-là. On propose énormément de supports également complémentaires. Par exemple, on propose des infographies, on propose également des vidéos explicatives par rapport aux thématiques. On va même jusqu'à sur les thématiques, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très sensibles à l'auditif, à générer en fait des chansons sur les thématiques en question. Et il y a des gens qui adorent ça, qui écoutent ces chansons-là, qui te donnent finalement le contenu du cours à connaître et c'est entraînant, c'est dynamisant. Donc on cherche vraiment à répondre à tous les types d'intelligence, d'accord? Parce que, bah, quand on est juste en visio avec quelqu'un, on va beaucoup stimuler l'intelligence plus, visuelle. Par contre, effectivement, bah, on va chercher à aller beaucoup plus aussi dans l'auditif, dans le kinesthésique, donc la partie un peu plus émotionnelle et le toucher. Et tout ça, l'idée derrière, pourquoi on le fait? Parce que le but, c'est de développer pas juste une accumulation de nouvelles connaissances, mais c'est de transformer des attitudes. Tout est dans l'attitude.
Et c'est Ok. pour ça, en fait, les méthodologies qu'on fait sont un peu différentes de ce qui se fait de manière générale dans les formations. Ok. Je mets le lien dans le chat pour. Donc, cette offre, elle est valable, offre spéciale avec le lien spécial. Le lien, il est dans le chat et vous pouvez en profiter avec le prix spécial pendant toute la semaine du développement. Donc, profitez-en à volonté en sachant que tout simplement vous vous engagez en fait à travailler avec Michel et vous risquez en fait de faire des changements dans votre vie, hein. Ouais. Donc voilà, il y a un avant et un après et avec Michel, c'est toujours joyeux et c'est toujours très sérieux. Michel, pour terminer avec l'IA, Ouais. tu as été aussi en 2023 en Pologne pour les championnats que j'avais organisés, les championnats du monde en hybride encore, on sortait du Covid. Mais tu es venu, voilà, tu as même dormi chez moi. On a un arbitre, Ismail, qui s'est amusé avec l'IA dernièrement et il a fait une chanson suite en fait à ce championnat. Donc c'est en français. Il y a quelques mots en polonais. Et pour ceux qui ont participé là, ils vont comprendre. Mais en fait, moi, j'ai halluciné parce que je ne savais pas que, en fait, aujourd'hui, on peut faire aussi des chansons comme ça. Je vais te la faire écouter un tout petit peu, voilà, et avec tout le monde. Je voulais voir justement, je ne te l'ai pas envoyé je voulais voir ta réaction et un commentaire par la suite sur les enjeux en fait de ça, etc., etc. J'essaie maintenant de la faire présenter. Laisse-moi fichier, Plus que tu partages ton audio, en fait. partager image, fichier vidéo, partager l'écran. Mhm. Mais je ne sais pas si je peux partager l'écran avec de la musique. Suivez les étapes. OK. Hop. OK, t'es prêt? Vas-y. C'est parti. Dzień dobry, dzień dobry, viva. Dzień dobry, viva, dzień dobry, 1, 2, 3. Direction la Pologne, billet dans la poche. Zielona Agora nous ouvre ses portes. Championnat du monde, cerveau en ébullition. Lecture rapide, carte mentale en fusion. On était perdu en forêt, faut dire la vérité. Entouré d'arbres partout, je vais pas exagérer. On a failli croiser Bambi en sortant du lit, ou se faire manger par un sanglier la nuit. Il y avait des ronfleurs, des tousseurs, des chanteurs, et peut-être même des toseurs. Dzień dobry, du matin jusqu'au soir. On refaisait le monde entre deux défis. Il y avait des ronfleurs, des tousseurs, des chanteurs, et peut-être même des toseurs. Dzień dobry, du matin jusqu'au soir. On refaisait le monde entre deux défis. Autour de la table, 1000 accents, 1000 pays. Des langues qui s'en mêlent, mais un même esprit. On parlait mémoire, image et palais, mais surtout passion, partage et respect. Même perdu au milieu de la Pologne, c'est fou. Les Algériens font flotter leur drapeau partout. Moi je les taquinais, toujours en clashant. Ne nous faites pas la chouma, si vous gagnez, faites pas de bouchon. Il y avait des ronfleurs, des tousseurs, des chanteurs, et peut-être même des toseurs. Dzień dobry, du matin jusqu'au soir. On refaisait le monde entre deux défis. Il y avait des ronfleurs, des tousseurs, des chanteurs, et peut-être même des toseurs. Dzień dobry, du matin jusqu'au soir. On refaisait le monde entre deux défis. Voilà, tu vois. Un extrait. Mhm. Moi, j'ai halluciné quand j'ai tout simplement entendu ça. Ouais. Qui ont vécu l'événement. Donc, c'est vrai que Ismail, je lui ai demandé, mais comment t'as fait? Ouais. Il me dit, bah, j'ai fait d'abord, il a travaillé sur le prompt, donc il a travaillé, il a raconté l'histoire, il a raconté le contexte, et il a demandé en fait à faire voilà, les éléments de la chanson classique. Il a choisi ensuite un style de musique. Mhm. Et en fait, toi qui as vécu ces événements-là,
Ben, ça te parle. Bien sûr, mais tu vois, typiquement ça, justement, nous, depuis 1 an et demi, on a intégré ça dans nos formations. C'est-à-dire que, par exemple, tu vois, quand on donne des formations en présentiel, tous les jours, on crée une chanson pour résumer tout ce qui s'est fait dans la journée et on leur donne le matin et ça permet d'ancrer véritablement d'ancrer puissamment les contenus et ça, effectivement, bah, tu vois, c'est pour moi, aujourd'hui, c'est un moyen fantastique. Tu vois, c'est un des gros avantages de l'IA. Alors certains disent: «Oui, mais les artistes, ils sont foutus». Mais tu sais, c'est un peu comme à l'époque où on a créé les synthétiseurs, tu sais? Les Mmh. synthétiseurs on a dit: «C'est la mort du piano». C'est pas vrai! C'est vrai qu'il y a certains morceaux qui sont faits au synthétiseur aujourd'hui, mais je trouve pas qu'aujourd'hui le piano soit plus mort qu'avant. Ce qui vont avoir des problèmes, c'est les artistes qui vont pas justement s'intéresser à ça. Mais imagine, une IA qui génère des musiques comme ça, avec un artiste qui a le génie créatif et tout ce qui va derrière, il va faire des trucs qui vont complètement sortir du lot. Sauf Mmh. s'il se met en victime et qu'il commence simplement à dire: «Ah ben c'est pas pour moi, c'est pas ci, c'est pas ça». Donc moi, ce que je trouve fantastique, tu vois, c'est qu'il y a encore 3 ans, j'aurais pas pu, moi, proposer quelque chose d'artistique comme ça pour mes élèves, alors que je sais que c'est puissant. Tu sais, la musique, c'est très Mmh. puissant et aujourd'hui, en fait, ça me donne à portée de main quelque chose que j'aurais jamais pu rêver pouvoir avoir ou faire, en fait et donc je pense que c'est ça la force de l'IA, mais derrière, effectivement, ça va demander à ce que certains métiers, certaines catégories, les artistes, par exemple, se repositionnent aussi et réfléchissent à comment ils peuvent continuer à apporter leur plus-value par rapport à ça, Mmh. évidemment. Mmh. Donc le monde qui est en pleine, évolution, Mmh. il fait qu'accélérer. Nous avons aussi des enjeux géopolitiques des conflits militaires un peu partout, voilà, dans le monde. L'année a démarré fort, il faut le Mmh. dire et ça risque de continuer et en même temps, ça se passe là. Mmh. Donc j'ai pas l'influence sur ce qui va se passer au niveau mondial, mais j'ai l'influence qui va se passer là-dedans. Ouais. En fait, Michel, ce qu'il faut simplement comprendre, c'est que un des principes dans la géopolitique mondiale, c'est que le but, c'est d'avoir un contrôle et c'est normal. oui, Tout tout gouvernement a besoin d'avoir une certaine forme de contrôle. Ça, c'est normal et c'est sain. Le problème, c'est que souvent maintenant, la solution utilisée, c'est le contrôle par la peur. Maintenant, elle était toujours utilisée. ouais et de plus en plus et c'est pour ça, je pense que l'autonomisation devient de plus en plus importante. Mmh. Savoir, être en mesure de pouvoir gérer ces états de peur, de pouvoir casser ces états de peur. Autrement, en fait, tu te rends malade avec ça et les gens se rendent malades aujourd'hui en voyant ce qui est en train de se passer et est-ce que c'est sain pour toi? Non. Est-ce que c'est sain pour ta famille? Clairement pas. Heu, après ça devient un choix personnel, en Oui. fait. Ouais. Michel, en conclusion, en fait, j'ai 2 questions. Est-ce que tu as peut-être un livre ou 2 livres à tout simplement recommander pour ceux qui veulent, aussi, voir avec ce côté, classique, lecture? Mmh. Bah, écoute, par rapport à la gestion des états internes et burn-out et tout ça, moi justement j'avais voulu, retracer, bah, mon histoire par rapport au burn-out, sur comment j'ai fait en fait pour m'en sortir. Parce qu'aujourd'hui, c'est un des gros problèmes. Les gens tombent en burn-out et puis quelquefois après 1 an, ils sont encore en maladie, ils sont encore mal. Donc, vraiment en toute simplicité, ce que je voudrais recommander déjà, c'est le bouquin que j'ai écrit qui s'appelle «Carnet de bord d'un expert en stratégie mentale». C'est très simple, c'est pragmatique, ça montre des manières concrètes de pouvoir apporter ce 80-20 et je sais que ça a un impact énorme parce que je reçois régulièrement des courriers de personnes qui m'ont dit, bah, voilà, qu'elles étaient bloquées déjà depuis des mois et que ça leur a permis de reprendre un pied dans la vie, dans le quotidien. Donc voilà, ça c'est un livre que je voudrais présenter. Et peut-être un deuxième que j'aime beaucoup, c'est de Richard Bandler, le créateur de la PNL. Le livre s'appelle «Obtenez la vie que vous voulez» en français. OK. En anglais, c'est «Get the life you want». Et c'est un livre qui est simple, qui est petit, qui est très pragmatique et qui, pareil, donne des moyens et des outils pour justement aller, bah, obtenir
obtenir la vie qu'on veut, dans le sens de pouvoir gérer ces états internes-là, en fait. Est-ce que, comme troisième livre, tu me diras, le livre de Tony Buzan, Une tête bien faite? Alors, celui-là, effectivement, mais ça, je pense que c'est une évidence, vu qu'on est dans un monde Buzan. Mais évidemment, Une tête bien faite, pour moi, c'est un des livres, je pense, les plus intéressants pour une personne qui découvre, en fait. Je pense qu'il y a vraiment tout qui est abordé dedans. C'est clair, c'est simple, c'est transparent. Donc ouais, effectivement. Mais bon, on est dans un milieu Buzan, donc pour moi, c'est une évidence, en fait. Pour nous, c'est une évidence, mais ce n'est pas une évidence Ouais. parce que ce livre, il s'est vendu déjà en millions d'exemplaires, mais Ouais. des milliards, hein, sur la planète. Dernière question en conclusion. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Qu'est-ce que tu as envie de partager avec les personnes qui nous suivent, qui te découvrent et qui se disent, OK, c'est intéressant ce qu'il a dit, j'ai envie d'explorer ce champ. En conclusion, pour moi, ce que je dirais aux gens, c'est prenez un peu le temps de prendre du recul par rapport à votre vie, d'observer un petit peu comment les choses évoluent, de se rendre compte qu'effectivement, le monde devient de plus en plus complexe, ça c'est clair. Le monde devient de plus en plus stressant, ça malheureusement c'est vrai, les statistiques le montrent. Et malheureusement, aujourd'hui, il devient difficile de se fier au système, entre guillemets, pour trouver des réponses à tout ça. Et de plus en plus, c'est aussi ça qui fait que de plus en plus de gens se tournent aussi vers l'entrepreneuriat, par exemple. C'est le fait qu'on se rend compte que quelquefois, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et avoir cette capacité autonome de pouvoir gérer sa propre vie, de pouvoir gérer ses propres pensées, de pouvoir développer ses propres stratégies, c'est quand même quelque chose qui était un luxe il y a encore 5 ans et qui aujourd'hui commence tout doucement à devenir une nécessité pour pouvoir fonctionner d'une manière qui soit saine, qui soit saine pas seulement pour soi, mais aussi pour les autres, en fait. Parce qu'on transpire notre état sur les autres. Et les autres transpirent leur état sur nous-mêmes. Donc, voilà. C'est vraiment de prendre ce temps de recul et de se poser les questions par rapport à où j'en suis dans ma vie, où j'ai envie d'aller, et puis de quoi j'ai besoin pour finalement arriver là-bas. Michel, merci beaucoup pour cette interview et je te dis à très très bientôt. Merci Nicolas, merci à vous. À bientôt. Bonne semaine à tous.